Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui rime avec un nouveau pays, et en l'occurrence le dernier de notre petit tour d'Asie. On part direction la Thaïlande. Donc il est 5h du matin, on est à l'aéroport de Luang Prabang au Laos. Et dans quelques heures, on prend notre vol pour Bangkok. On est actuellement à la maison de Jim Thompson, qui aujourd'hui est devenu un musée. Jim Thompson, qui était un Américain qui a joué vraiment un rôle capital dans l'industrie de la soie en Thaïlande et qui était aussi un grand amateur d'art, et en l'occurrence particulièrement d'art asiatique. Au-delà de son aspect collectionneur, Jim Thompson, c'est une personne avec une histoire hors du commun. Né aux États-Unis en 1906, James Harrison Wilson Thompson est un ancien soldat de l'armée américaine. En 1942, il est engagé dans l'OSS, l'ancienne CIA, et devient donc un agent des services secrets américains. Durant sa période militaire, il montre un soutien pour l'indépendance des pays d'Asie du Sud-Est et décide de s'installer à Bangkok en 1946. Homme d'affaires, il voit le potentiel de remettre au goût du jour les vêtements en soie, qui à cette époque s'effaçaient au profit des autres textiles bon marché. Il fonde alors en 1948 la Thai Silk Company. La qualité de ses tissus ne tarde pas à se faire connaître et lui offre de nombreuses collaborations internationales dans le milieu du cinéma et de la mode par exemple. Il connaîtra un essor fulgurant jusqu'à se voir décoré de l'ordre de l'éléphant blanc, une distinction autrefois réservée aux souverains étrangers, mais qu'il obtiendra pour ses services remarquables dans l'industrie thaïlandaise. Architecte, soldat, agent secret, homme d'affaires, son histoire ne pouvait pas connaître une fin ordinaire. En 1967, alors qu'il était en voyage en Malaisie avec quelques amis, Jim Thompson disparaît mystérieusement. Malgré les recherches, il ne sera jamais retrouvé. Beaucoup avanceront la thèse d'un assassinat au cours d'une ultime mission. Quoi qu'il en soit, il laisse derrière lui un empire industriel et cette maison où règne à la fois une atmosphère relaxante et énigmatique. Quand on évoque Bangkok, on a forcément en tête l'image d'une ville immense dominée par les buildings. Et c'est vrai qu'on s'est senti vraiment tout petit en arrivant, mais sachez qu'en plein cœur de la ville, vous trouverez un immense parc, le parc Lumpini. C'est ici qu'on a décidé de faire une pause bien méritée au cours de cette première journée. Ben voilà, pour terminer une bonne journée à Bangkok, rendez-vous sur un rooftop, le plus connu étant le Mahanakhon Sky Hotel. Tout en haut, vous avez une espèce de plateforme vitrée sous vos pieds, donc ça peut être assez sympa à faire. Mais le prix est quand même très excessif, c'est 836 bahts par personne, donc à peu près 23 € juste pour accéder au viewpoint. Nous, pour notre part, on a choisi le Bayok Hotel qui lui aussi offre une vue vraiment imprenable sur la ville, c'est l'un des plus hauts. Et pour moitié prix, donc c'est 400 bahts, et en plus vous avez droit à une consommation dans le skybar de l'hôtel, donc c'est vraiment très attractif. Et puis quel que soit le rooftop, franchement c'est impressionnant, vous avez une vue qui est vraiment superbe. Et non seulement sur le coucher du soleil, bon il ne sera pas exceptionnel parce que avec la pollution vous allez voir que c'est pas le plus beau coucher de soleil que vous allez voir. En tout cas, une fois que le soleil est complètement couché et que les lumières commencent à éclairer la ville, c'est vraiment très très sympa. Le lendemain, on avait rendez-vous tôt pour une excursion à Ayutthaya, une ville située à 80 km au nord de Bangkok. Il s'agit d'un vaste site archéologique classé au patrimoine mondial, bien plus petit que le site d'Angkor au Cambodge, mais elle vaut néanmoins largement le détour.
Ayutthaya a été fondée en 1350. C'était la seconde capitale du royaume de Siam, juste après Sukhothai, durant plus de 400 ans. Il faut savoir qu'à son apogée, elle comptait plus d'1 million d'habitants et ça en faisait une des villes les plus importantes du monde à son époque. Donc en 1767, la ville s'effondre suite à l'invasion des Birmans qui viennent complètement saccager et piller les habitations et les temples et qui laissent la ville en état de ruine, l'état où on la retrouve aujourd'hui actuellement. Aujourd'hui, c'est un site archéologique qui s'étend sur plus de 15 km² avec donc les ruines de temples et de palais, dont certains sont vraiment très atypiques. Peut-on venir en Thaïlande sans assister à un match du sport national, le Muay Thai, autrement dit la boxe thaïlandaise? Vous allez sûrement me dire oui, si en plus vous n'êtes pas des fans de sport de combat, mais je pense que ça serait vraiment dommage dans un pays comme celui-ci, étant donné que ça fait partie intégrante de l'histoire de la Thaïlande. Alors ce qui est aujourd'hui un sport de combat est à l'origine une pratique martiale qui a été créée au XVIe siècle par l'armée Siam, donc l'armée thaïlandaise, qui venait en complément du maniement des épées. C'est une pratique qu'exerçait le roi lui-même et qu'il avait imposée dans les rangs militaires. Donc, la légende la plus connue, c'est celle du soldat Naik Anom Thom, capturé et emprisonné par les Birmans. Il a dû participer à un tournoi durant lequel il a affronté et démoli une dizaine d'adversaires. L'exploit aurait été tel que le chef birman était tellement impressionné qu'il aurait ordonné sa libération. Depuis ce jour, on fête l'exploit de ce héros tous les 17 mars et des combats sont organisés à travers tout le pays. L'un des meilleurs endroits pour assister justement à un de ces combats, c'est le Raja Danam Stadium qui se retrouve juste derrière moi, qui est l'un des plus prestigieux et des plus anciens stades de Muay Thai. Au-delà de son histoire et du spectacle que peut offrir ce sport, le Muay Thai représente aussi un espoir pour beaucoup de Thaïlandais. De par sa médiatisation à travers le monde, c'est une pratique qui peut être très lucrative pour les combattants et pour beaucoup de jeunes, c'est l'espoir d'offrir une bonne situation financière à leur famille. En temps normal, je suis pas un mordu de sport de combat, mais j'étais réellement fasciné tout le long de la soirée. C'était un vrai show. L'orchestre qui joue durant leur amway, autrement dit la danse rituelle exécutée par les boxeurs avant le combat, la ferveur des supporters, la technicité du combat, l'agilité et la rapidité des coups, et surtout un respect entre les participants que j'ai rarement observé dans d'autres sports. Qui dit Thaïlande dit forcément street food et rien qu'à Bangkok c'est plus d'1 demi-million de vendeurs. Donc franchement si là vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut, vous êtes vraiment très compliqué. Petite adresse, venez ici à Chinatown où on se situe actuellement. Le soir aux alentours de 20h, c'est là où tous les restaurateurs commencent à déplier tous leurs stands devant leur commerce. C'est vraiment très animé et en plus de ça, avec toutes les enseignes colorées, ça donne vraiment une ambiance trop cool. On ne peut pas visiter Bangkok sans passer par le Grand Palais Royal. La construction de ce bâtiment a commencé en 1782. Il n'y a pas vraiment de date de fin réellement connue, étant donné qu'il n'a pas cessé de subir des agrandissements au fil des années. À l'opposé du Palais Royal du Cambodge, le roi, lui, il ne réside pas dans ce palais-là. Il a longtemps vécu ici, ça a été la résidence royale durant plus de 150 ans, même s'il y a encore quelques cérémonies officielles qui sont ici. Alors en fait c'est une erreur de dire que c'est un bâtiment, parce qu'en réalité c'est un gigantesque complexe qui s'étend sur plus de 20 hectares et on compte de nombreux bâtiments à l'intérieur.
Donc le palais principal, il y a des palais secondaires, on retrouve la salle du trône, des temples, des ministères, bref. Vous avez compris que c'était un lieu majeur, très important pour la ville et même du pays. Et si ce n'est pas le plus important. En ce qui concerne l'aspect visite, il faudra compter 500 bahts par personne, soit environ 14 €. Sur un domaine qui s'étend sur plus de 20 hectares, vous aurez largement de quoi faire et une journée entière, ça sera toujours pas suffisant si vous voulez vraiment admirer le moindre détail de ce palais. Comme dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, vous trouverez dans les grandes villes comme celle-ci un nombre phénoménal de temples, et forcément Bangkok ne fait pas exception. L'un des plus importants du pays, c'est Wat Pho, autrement appelé le temple du Bouddha couché, de par une statue impressionnante qui se trouve à l'intérieur. C'est un temple qui a été construit en 1788 sur les bases d'un ancien temple. Et il n'a jamais cessé de subir des modifications et des agrandissements au fur et à mesure que les rois se succédèrent. Donc il est situé juste au sud du Grand Palais. Il est vraiment considéré comme étant le monastère royal. Et aujourd'hui il s'étend sur 8 hectares avec de nombreux bâtiments, dont le spot numéro 1 qui est la chapelle qui abrite justement le Bouddha couché de 46 mètres de long. Il est entièrement recouvert d'or et les pieds sont recouverts de nacre avec des représentations des 108 états par lesquels le Bouddha passe pour atteindre l'éveil. Avant de quitter cette immense ville, on se fait un petit plaisir culinaire, notre premier teppanyaki. Non seulement on se régale, mais en plus le chef est un véritable showman. Fin de notre aventure dans la capitale thaïlandaise, on se quitte sur ces belles images et on se retrouve très vite dans une autre région pleine de surprises.